Bonjour et bienvenue à Qu'en pensez-vous pour la semaine du 1er décembre 2014, votre émission d'actualité où on fait un peu le tour de tout ce qui s'est passé au niveau régional, au niveau national et aussi on va aller à l'international. Cette semaine avec moi, pour la dernière avant Noël d'ailleurs, j'ai mon bon ami Raphaël Gbadoé. Bonjour Raphaël. Bonjour Pierre. Ça va bien? Très bien. Oui, toujours en forme? Oh, oui. L'hiver arrive? Et aujourd'hui, il fait pas chaud, hein? Non. Hey, une question comme ça, est-ce que tu sais qu'on est dans la semaine de la généalogie? Ah! Je voulais savoir si tu connaissais l'origine de ton nom de famille. Je connais très bien l'origine de mon nom de famille. Pour avoir raison, un historien qui ne connaît pas le nom, l'origine du nom de sa famille, c'est quelque chose. Alors chez nous, le nom de famille est Badoé. C'est un enfant qui est venu au monde, puis qui est né orphelin. Ça connaît son père. OK. Donc mon arrière-grand-père, son petit nom, c'est son prénom qui est Badoé, mais plus tard que ses enfants ont pris comme nom de famille. OK. Puis après 5 générations, c'est le nom de famille. Mais là, il y a peu de gens dans la famille qui le savent. Et moi, ma curiosité m'a mené à poser la question à mon père qui m'a expliqué l'origine du nom. Alors chez nous, tu vas, il y en a qui l'ont comme petit nom, comme prénom. OK. Badoé vit, le petit Badoé. Mais moi, je l'ai comme nom de famille parce que mon arrière-grand-père qu'il avait, c'est son petit nom, que ses petits-enfants ont pris comme nom de famille. Intéressant tout ça. Non, mais à travers la généalogie, on apprend beaucoup de choses. C'est assez fascinant. Es-tu prêt pour te lancer dans l'actualité avec moi pour la prochaine heure? Oui, on va essayer. On va essayer? Oui. Eh bien, on commence ça immédiatement avec ce qui se passe dans la région. Hey, à partir du 5 décembre, à Dolbeau-Mistassini, Normandin, c'est le retour de l'opération Nez Rouge. Écoute, Pierre, je l'ai déjà fait. Ça fait au moins 5 ans que j'ai participé à l'opération Nez Rouge. C'est la sensibilisation. Hein, oui, clairement. On pense qu'on va secourir des gens, mais c'est un message qu'on lance à la population sur comment consommer. Et en période de fête, et ça commence en décembre, mais les gens comprennent que quand il y a un danger, tu sais que tu as bu, tu as consommé, ouf, je fais attention. Au pire, j'appelle l'opération Nez Rouge. C'est comme le début, quand l'opération Nez Rouge est arrivée, c'est comme si on se permettait de dire « Hey, je vais en virer une à soir, j'ai le droit. » Parce qu'avant ça, on cachait ça, puis on disait « on prenait notre auto, je suis correct pour conduire », mais on ne l'était pas. Mais là, c'est comme si on assumait le fait qu'on allait être en boisson, puis qu'on avait, on ne serait pas capable de conduire. Parce que là, quelqu'un va te reconduire. Puis c'est vrai que la sensibilisation, c'est faite. C'est une prise de conscience énorme. Oui, tu penses que tu vas aller boire, mais quand même, tu réfléchis un peu. Tu dis, oups, j'ai un rouge. Je prends conscience. Est-ce que j'en abuse? Si j'abuse, je sais qui appeler pour me reconduire. Mais autre chose, c'est de l'argent récolté qu'on redistribue à la communauté également. En plus. Oui. Ça, c'est un volet que les gens ne voient pas. N'oubliez pas d'être généreux pour Nez Rouge quand vous allez le prendre cet hiver. Alors, c'est une façon également de dire aux gens, oui, faites attention, mais quand vous consommez, appelez Nez Rouge, mais donnez de gros montants également. Ouais. Non, c'est vrai, tu sais, tant qu'à prendre un taxi ou peu importe, on peut donner le même montant à Nez Rouge. Et ce que je voulais dire à propos tu me disais la consommation, on peut exagérer, elle est où la limite? Moi, je dirais, téléspectateurs, ne prenez pas de chance. Un accident, ça le dit, c'est un accident, on ne peut pas le prévoir. Imaginez en état d'ébriété. Le pire, on dit, je ne veux pas perdre mon permis. Oui, mais imaginez qu'il y ait un accident, c'est la vie de des gens, peut-être la vôtre qui peut être en jeu. Il faut faire attention. Pensez-y un seul instant. Je peux appeler quelqu'un qui peut venir me sauver de cette situation. Point. Je n'ose même pas y aller. Ouais. J'ai pris 2 verres de trop, j'arrête, j'appelle. Ça suffit. Ouais. Les conséquences sont assez graves. Les conséquences sont très, très, très graves. Parlant en fait de données encore, ce jeudi, c'est la grande guignolée des médias. Est-ce que tu es au courant de ça? Bien sûr, au courant, décidément, on dirait que tu as choisi des sujets. Bien, c'est pas des fêtes, là. OK, c'est du bénévolat également. Oui. C'est supporter des organismes, la sous-populaire. Alors, en donnant aux journalistes, aux hommes de médias, nous venons supporter des organismes dans nos milieux également qui viennent en aide aux personnes démunies. Alors, donner généreusement. Oui. Non, mais puis c'est important les soupes populaires parce qu'on serait surpris de voir le nombre de personnes qui y vont. C'est des repas complets. On dit, écoute, ça coûte $1 pour un repas complet. Puis les gens, s'ils les avaient pas, ils mangeraient probablement pareil, mais est-ce qu'il y aurait vraiment un vrai repas complet? Et tu sais, on en a besoin. Là. Surtout en cette période de crise, entre guillemets, ou bien de coupure, il fait froid, pour ne pas dire il fait frais. Alors pensez aux personnes qui sont dans le besoin.
Et je lisais que, entre autres, la soupe populaire de Beaumiss-Cessny a dit non, on n'augmentera pas les tarifs, ça va toujours rester 1 $. Puis je trouve ça bien parce que les gens ont déjà 1 $, des fois, il y en a qui c'est beaucoup. On n'a pas idée de ce qu'on fait en donnant, en supportant ces organisations. On n'a pas idée de ce qu'on fait. On dit, oh, ils vont encore venir m'achaler au Carrefour, je vais passer de l'autre côté. Non, ne déviez pas de votre chemin. Donnez même 2 $, ça va contribuer à faire quelque chose. Puis pensez-y d'avance, parce que moi, je me fais toujours avoir, j'ai jamais d'argent sur moi. Il faut passer au guichet. Tu sais, mardi, mercredi, passez au guichet, achetez-vous un café, vous reste de la monnaie. Au pire, donnez un 20 $. Là, c'est pas ça. Quand tu es capable de donner un 20 $, pourquoi pas le donner? C'est pas ça de moins. Toujours mettre 20 $ dans quelque chose, c'est le prix d'une caisse de bière. Ça, c'est concret, hein? Oui, non, mais c'est vrai que c'est concret, tu sais, de dire on va essayer d'aider les gens. Là. OK, hey, vendredi passé, est-ce que tu as magasiné en ligne ou tu n'as rien acheté de ta journée? Je n'ai rien acheté. Non, bravo. Parce que vendredi dernier, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'était le Black Friday, l'espèce de moment où les gens disent venez acheter, on essaie d'augmenter en fait les dépenses des gens pour le temps des fêtes. Donc, c'est des spéciaux par Internet, donc aller acheter par Internet. Et en même temps, c'était la journée sans achat qui nous disait n'achetez donc pas aujourd'hui pour justement acheter moins, consommer moins, etc. Mais c'est comme deux phénomènes que j'ai voulu mettre en opposition. Tu voulais les opposer. Mais écoute, Black Friday, on n'a pas le choix. Les gens, on est dans une société de consommation. Les gens vont toujours consommer parce que c'est les prix à rabais. Puis c'est l'occasion pour certains également d'aller magasiner parce que le temps des fêtes approche. Noël approche. Mais je lisais que le Black Friday, au moment où ils ont fait ça, ils se sont aperçus que plus les gens commencent à dépenser de bonheur, plus ils vont dépenser. Ils vont dépenser ouais. le plus longtemps. Non, mais c'est ça. Tu sais, on se dit, je vais me dépêcher de faire mes cadeaux de Noël comme ça, parce que souvent les gens achètent à la dernière minute. Mais non, au contraire, c'est qu'on va acheter pareil, mais on va plus acheter, peu importe quand on commence à dépenser. Alors, c'est pour répondre à l'appel des commerçants qui disent, venez acheter, je vais rester plus ouvert longtemps possible pour que vous puissiez dépenser. Mais c'est le lieu de rappeler à tout le monde que faites attention à la consommation. Hein. Faites attention. Moi, je n'ai pas acheté parce que je n'ai rien budgétisé. Je me dis, oh, je n'ai pas encore de budget, je n'ai pas encore regardé, qu'est-ce qu'on va acheter. Alors, j'ai fait comme si rien ne s'est passé. Mais l'opposer la journée sans achat, ça va être difficile. Ouais. Parce qu'on est en 2014. C'est difficile de dire aux gens de faire attention. Même quand on le dit, le surendettement, les gens vont toujours... C'est là, moi, je trouve que le bas blesse, c'est que c'est tellement facile d'avoir du crédit aujourd'hui. Puis là, après ça, on ne s'aperçoit pas que ouais, on va le payer, ça nous coûte juste tant par mois, mais on donne des milliers de dollars à des institutions financières, que ça serait notre argent. Si on avait juste attendu d'avoir l'argent, en fait, pour se payer des choses. Mais comment conscientiser les gens à réfléchir au moins 1 à 2 fois avant d'aller dépenser? Hein? C'est difficile. Même les personnes qui sont démunies, tantôt on parlait des personnes démunies, mais c'est triste de voir qu'aussitôt qu'ils ont un peu de moyens, ils vont tout de suite les dépenser parce que à cause des nouveaux gadgets, les publicités, on veut tout avoir, on veut tout acheter. Puis finalement, on se retrouve, on dit, oh, écoute, zut, après une semaine, tout ce qu'ils ont reçu à la fin du mois, ils le dépensent. Ouais. Puis ils pensent également au prochain chèque qui va arriver, puis ils vont encore le dépenser tout de suite. C'est triste, mais il faut trouver une façon de conscientiser les gens à la surconsommation. Mais comment? Est-ce que ces journées sans achat qui va les amener à ne pas consommer? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de journée où participent les gens qui sont déjà conscientisés. Le pire, c'est que le gouvernement ou bien les gens dans les médias n'en parlent même pas assez. Oui, pour que les gens voient, écoutez, faites attention à vos budgets. On laisse faire. Mais tu sais, quand on regarde l'endettement des gouvernements partout à travers la planète, non, mais tu sais, c'est niaiseux, mais l'exemple qu'on se fait donner n'est pas nécessairement nécessaire. Ben, bon. Si moi, je n'ai pas été acheté, c'est justement parce qu'on a des coupures, partout. Alors, j'ai fait attention à mon budget cette fois-ci. Je me suis dit, on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors, par rapport à mon budget, on laisse faire. On a rationalisé. Oui. On va voir jusqu'à mi-décembre qu'est-ce qu'il y a lieu d'acheter pour les enfants, puis le strict minimum. Minimum. Non, mais il y a plein de manières aussi hein, de faire des activités. Il y a plein de trucs. Je lisais un article sur des cadeaux qu'on peut donner aux enfants sans avoir à acheter des cadeaux, des jouets. Parce que de toute façon, tu as des enfants, tu le sais aussi, à un moment donné, les jouets, ça joue un peu. À un moment donné, ça passe à d'autres choses. Le sous-sol est plein. Oui, c'est ça. Le sous-sol est plein de cadeaux. Le plus drôle, c'est avec les petits bébés. Là, parce que tu te donnes une boîte ou un morceau de papier, puis ils ont autant de plaisir qu'avec un jouet hyper sophistiqué. Oui, c'est vrai.
Parlons de quelque chose de moins drôle. L'accaparement des terres agricoles, je sais qu'on en parle beaucoup, mais là, on est revenu avec ça. L'UPA est ressorti avec ça en disant que là, il y a un danger pour l'avenir agricole au Québec parce qu'il y a beaucoup d'accaparements, donc d'achats de terres agricoles qui est en vente par des fonds monétaires qui capitalisent en fait là-dessus. Le danger, en fait, c'est d'un pour la relève, parce que je lisais entre autres un jeune agriculteur qui voulait acheter une terre pour sa fille, et puis il avait offert beaucoup, mais le groupe financier a offert un peu plus, puis on est tous pareils, là, on va tous prendre la meilleure offre. Écoute, Pierre, moi je dirais plus c'est le système capitaliste qui a trouvé une autre façon d'investir son argent. Ouais. Parce qu'investir dans les bourses, les gens voient c'est quoi les risques d'investir dans les bourses. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas perdre d'argent, ils prennent tout ce qu'ils ont comme capitaux, ils viennent, ils achètent des terres parce qu'ils se disent dans 5, dans 10 ans, ça va fluctuer, le prix va augmenter, on va se faire de l'argent au détriment de jeunes agriculteurs. Et dans les régions éloignées, la relève agricole, les jeunes qui veulent reprendre la ferme agricole, qui ont envie d'agrandir la surface, ne peuvent plus. Parce que c'est des actionnaires qui ont investi, puis qui ont acheté les terrains des voisins. Puis qui s'attendent à avoir du rendement. Qui s'attendent absolument à avoir du rendement, sans se soucier des impacts dans le milieu. Dans ces petites municipalités-là, les gens ne voient même pas l'impact que ça peut avoir. Hein. Tout ce qu'ils veulent, on investit, dans 10 ans, dans 5 ans, on va avoir du cash. Ça s'arrête là. Mais les milieux ruraux vont fermer parce qu'il y aura plus de relève. Oui, c'est ça. Ou la relève va être obligée d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, en fait, pour être propriétaire de son entreprise. Les jeunes qui veulent revenir en région, qui veulent prendre la ferme familiale, ne peuvent plus, seront obligés de rester dans les villes. Alors, on va encore appauvrir, on va encore dépeupler les milieux ruraux. Puis c'est grave, les gens ne voient pas. Je pense que tout le monde doit se mobiliser. Parce que j'ai vu circuler sur Internet des pétitions pour que les gens puissent signer. Écoute, signons, donnons un appui à l'UPA. Parce que toi, tu travailles en plus dans le milieu rural. Là. Non, mais tu es un spécialiste, donc tu les vois, en fait, ces gens-là qui ont besoin. Écoute, quand on fait des consultations, on discute avec les gens, tu sens que, oui, il y a certains qui sont revenus, qui veulent reprendre la relève au niveau de la ferme, mais c'est impossible. Ça coûte trop cher. Non seulement ça coûte trop cher, puis tu vois, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, mais qui a le désir de s'orienter sur une ferme ou bien un travail agricole, impossible. Ça prend au moins 1 million. Écoute, c'est plus d'1 million. Il faut investir des sommes énormes. Oui, parce que les normes aussi sont immenses, là, les attentes, ce qui fait que ça prend du matériel. Et je pense que les agriculteurs, c'est dans la tranche de la population qui sont le plus endettés. Écoute, maintenant, avoir une ferme, c'est comme ouvrir une entreprise qui va te coûter au moins, pas moins d'1 million de fonds de roulement. Absolument. Pour combien de vaches? Hein? Ça devient tellement cher où tu te dis, mais ils vont faire comment? Donc, c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de retourner ou bien d'avoir le désir, d'avoir le goût d'y aller. Il faut toujours y aller. Il y en a, c'est l'héritage. Mais avant que les parents transfèrent la ferme aux jeunes, la ferme est rendue son fonds de pension. Oui, lui aussi, il veut que le jeune lui rembourse parce qu'il est trop endetté. Oui, c'est ça. Mais c'est fou la spéculation dans ce domaine également. Ce serait quoi la solution? Parce que sinon, l'avenir des terres agricoles, par exemple, ici, ça va être quoi? Des méga-fermes comme il y a en c'est les méga-fermes qui vont arriver. Puis les petits cultivateurs que nous avons dans les années 60, c'est fini. On n'en aura plus. On n'en aura plus du tout. Peut-être qu'on va avoir des coopératives parce qu'une seule personne, ça va être difficile. C'est des regroupements que nous allons avoir. On a de plus en plus de grandes fermes. Oui. Mais les petites fermes familiales, ça va disparaître. Parce que si tu veux être rentable pour un agriculteur, il faut que ta ferme soit d'une il faut grossir, il faut trouver des investisseurs. Donc, ça va devenir, mais ce n'est plus une ferme, mais une entreprise agricole. Ouais. C'est l'entité entreprise agricole avec des partenaires, avec des finances. Mais quelqu'un qui le fait, comme dans les années 70, on oublie ça. Ça ne peut plus exister. Oh, c'est trop contraignant. Les normes, mais quelqu'un qui ne trouve pas d'investisseurs, qui ne trouve pas de banque pour l'accompagner. Puis est-ce que le gouvernement devrait réglementer? Comment on peut faire? Ben, il veut laisser le milieu s'auto-réguler, c'est ça? Ouais. Mais c'est toujours difficile de laisser.
tant que le gouvernement ne prend pas position. Ben, parce que, En écoute, plus- c'est David contre Goliath, là, au niveau des moyens financiers. Là. En plus, avec les coupures maintenant, avec les fonds de stabilisation, avec les coupures qui arrivent avec le gouvernement Couillard, le milieu agricole va avoir de la misère si le gouvernement va de l'avant avec les prévisions. Oui. Ça va être très, très difficile. Ah, oui. Bon, relation entre Roberval et Masteuillache. On sait que, bon, le maire Guy Larouche a fait des sorties, il en a fait plus qu'une. Masteuillache a fait, pas des menaces, mais on dit on va reconsidérer comment, où va aller, en fait, la politique de dépenses, en fait, Oui. de Masteuillache. Ensuite, il y a eu des excuses officielles, création d'un comité. Mais là, il y a des gens à Roberval du milieu des affaires qui demanderaient la démission du maire. Écoute, est-ce que Rob Ford est rendu à Roberval? Est-ce que Rob Ford est dans Non, mais c'est pas un peu J'aime ta gros, tout ça, comparaison. ouais? Non, mais c'est comme une saga, en fait, qui finit plus, là. Ben moi, je ne sais pas s'il faut dire relation entre le maire et Ouais. parce que Roberval, les gens vont se sentir interpellés parce que tu as mis comme titre. Parce que j'ai l'impression que c'est le maire. Il y a d'autres maires avant lui qui avaient accepté le principe. Ouais. Puis lui, il arrive, il met de côté tout ce qui a été discuté, même s'il n'y a pas eu de signature, mais c'est comme des ententes Ouais. de bon voisinage. Puis lui revient, puis refuse de reconnaître tout ce qui a été discuté en avance, puis met à dos toute une communauté. Puis Il y a eu des propos à la limite racistes, là. ben, il met mal à l'aise beaucoup de gens. Ouais. Parce qu'on est en 2014, désolé, mais il y a certains propos qu'on ne doit plus tenir à la Puis, place publique. je trouve que la réaction de Gilbert Dominique a été, moi, je la trouve parfaite parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire mal, c'est par l'économie. Parce que des grands mots, ça fait plus peur à personne. C'est le milieu des affaires qui va perdre Ouais. si ça continue. Mais je pense que quand on est élu, on est maire, on doit être un peu au-dessus de la mêlée. Hein. Ouais. On a ses propres opinions, on a ses convictions. Mais quand on aspire ou bien quand on devient le premier responsable ou bien un élu, Parce que ton salaire, en fait, c'est les gens de ta municipalité qui te le payent, là. ben, écoute, c'est la population qui paie ton salaire. Tu Eh les oui. représentes. Alors, garde tes opinions pour toi, puis essaie de trouver le consensus le plus possible. Au lieu de prendre position, puis tu mets à dos et ta communauté, ceux qui t'ont mis là-bas, les hommes des affaires, le milieu des affaires. Écoute, si les gens se mettent à boycotter Hey, le milieu des affaires de Roberval, c'est à cause du maire. ça va être c'est un méchant malaise. Ah, ça fait à peine un an qui est élu, puis... Mais c'est un peu la mode en ce moment, là, des maires, je dirais, là, je vais les appeler les petits dictateurs, là, mais et sans juger leur gestion, mais plus leur style, là, comment ça Denis Coderre, Labaume, Jean Tremblay, etc. Là. C'est des gens qui n'ont pas la langue de bois, qui disent ce qu'ils pensent, mais qui vont quasiment choquer. Là. Ben, tout le monde veut être leader dans son milieu. Hein. Tout le monde dit, oh oui, je vais laisser mon empreinte, j'ai ma façon de parler. Oui, c'est vrai, tu as ta façon de parler. Mais faites attention, hein. Soyez à l'écoute de vos populations. Hein. Ce n'est pas parce que tu veux imprimer ta marque qu'il faut mettre de côté les intérêts de la population qui t'a mis là-bas. Mais c'est très dangereux. Ben, puis, il n'y a pas... Il n'est pas Jean Tremblay non plus. C'est pas la même chose. Non. Alors, si on compare avec certaines municipalités, et ils ont la force économique. Mais est-ce que Roberval va se permettre de se mettre à dos une communauté Qui dépensent qui énormément à Roberval. dépense énormément à Roberval? Ça, c'est dangereux. Il suffit que les gens décident de ne plus acheter à Roberval, puis qu'ils décident de venir à Saint-Félicien, c'est fini. Hum. Hein, C'est pas tellement plus loin. Ah ben, c'est pas tellement plus loin. Ouais. OK, merci. Hey, journée de grève dans les garderies aujourd'hui encore. Il me semble qu'on a déjà parlé de ça souvent, mais c'est parce que ça revient. J'ai l'impression que c'est un problème qui se règle pas. Il y avait espoir d'avoir une entente la semaine passée. Là, on attend. On a l'impression que le gouvernement veut pas prendre de décision ou je sais pas. Ben, on est prisonniers, nous les parents. Hein? Ouais. Nous les parents, on est prisonniers de cette grève. Aujourd'hui également, moi, ma blonde a été obligée de prendre congé pour pouvoir rester à la maison avec les enfants. C'est triste qu'on nous fasse payer. Les gardiennes nous disent également que ce n'est pas de notre faute, le gouvernement également. Mais finalement, vous voulez... Des deux côtés, peu importe, c'est les parents qui se retrouvent dans le trouble. C'est nous. Moi, comme parent, écoute, c'est pas bien. Entendez-vous? Il faudrait que les garderies également... Je comprends, ils disent qu'ils travaillent plus, qu'ils ne soient... Ils travaillent plus.
Mais s'il vous plaît, il y en a qui disent qu'ils ne commencent pas à travailler à partir de 6 heures. Mais est-ce que la garderie est ouverte à partir de 6 heures? Il y a seulement des exceptions. Le nombre d'heures. Mettez-vous aussi de l'eau dans votre vin, et le gouvernement également. Entendez-vous? Oui, mais c'est l'histoire de la négociation en ce moment, là. Moi, je ne veux pas prendre pour un ni pour l'autre. Non, mais c'est parce qu'on dirait que dans toutes les négociations, tout le monde dit on veut négocier, mais personne négocie. Tout le monde met des ultimatums ou des c'est ça ou c'est rien. Puis c'est nous qui payons. Ah, ouais. Non seulement on va payer, mais ils ont encore augmenté les frais de garderie. Comme ça, c'est pas de leur faute. Ah, j'en profite. On n'en parlera pas de ça aujourd'hui. Là. On en a déjà assez parlé. OK, ben on va passer, on va transférer au national. On va parler de la réforme Barrette parce que ça ne fait pas que des heureux. Il y a la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui a réagi d'une manière très virulente là, en faire des derniers propos parce que le FMOQ dit nous, on a amené des propositions, des idées et on n'a eu aucun retour du gouvernement et le gouvernement nous balance encore une nouvelle réforme. Et ça, c'est la première partie. Et deuxième partie, c'est Sylvain Godreau et les gens du milieu hospitalier qui ont fait une rencontre aujourd'hui pour dire qu'il y a une menace pour certains hôpitaux. Eux craignent, entre autres, que l'hôpital de Jonquière pourrait peut-être fermer parce que tous les services s'en vont être centralisés ailleurs, à Chicoutimi ou Lac-Saint-Jean. Gros débat la santé, hein? Faut pas oublier que c'est une personne qui gère la moitié du budget du Québec, hein? Écoute, Pierre, il n'y a que M. Barrette qui peut mettre en branle cette réforme. Chef syndicaliste, il sait de quoi il parle. C'est pour ça que moi, j'ai de la misère à rentrer dans le débat parce que chef syndicaliste, pendant plusieurs années, il connaît les failles du système. Il veut les colmater. Peut-être que la manière qu'il prend pour colmater les failles sont un peu assez dictatoriales. Il impose. Ouais. Mais moi, je ne peux pas trop rentrer dans la discussion parce que c'est une discussion entre médecins. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Il me semble qu'ils voulaient également imposer un quota de patients à voir par semaine, bien par jour. Il sait de quoi il parle. Puis, écoute, on est mal placé pour contredire ce qu'il dit ou bien pour aller dans le même sens de ce qu'il dit parce qu'on n'a pas les critères ni la grille. Comment les médecins sont payés, combien de patients ils sont supposés voir. Il y a beaucoup de choses. Les médecins spécialistes, les omnipraticiens, mais je m'excuse, j'ai vraiment de la difficulté avec ce mot-là, les omnipraticiens, avaient l'air de dire, c'est que la population vieillit, fait que tu ne peux pas prendre juste 10 minutes avec quelqu'un qui a 80 ans et qui a besoin aussi de se faire rassurer. Puis qu'en plus, la moitié de leur temps, c'est aussi dans les services hospitaliers, donc ils doivent faire de l'urgence, de l'hôpital, etc. Fait qu'ils ne peuvent pas voir autant de patients qu'ils voudraient. Puis oui, il pourrait y avoir plus de patients, mais il faut aussi à un moment donné qu'ils arrivent. Là. C'est un peu ce qu'eux disent. Et eux disent, on n'est pas contre une restructuration du travail, mais eux, ils ont fait des propositions, puis ça a l'air qu'il y a eu la sourde oreille du milieu. Écoute, même si on en parle, on ne sera même pas écouté parce que c'est les deux corps qui sont capables d'argumenter avec tous les éléments professionnels qu'ils ont en leur main. T'as pas tort. C'est les seuls à pouvoir contredire le ministre qui est en même temps médecin. Non seulement il est médecin, mais je reviens, il était chef syndicaliste. Pour les médecins. Pour les médecins. Donc il connaît tous les failles du système, il les connaît. Au niveau de la pratique, au niveau du service à la clientèle, il a des idées parce qu'il les a défendues, bec et ongle. Mais maintenant, moi je dis, entendez-vous, mais vous aussi ne prenez pas la population en otage. S'il vous plaît. Pas d'autre. Bon, écoute, la seule chose que nous, on pouvait réclamer, c'est au niveau du regroupement des hôpitaux. Parce que là, j'ai entendu dire qu'au niveau de la MRC, ils ont fait des représentations pour que nous ayons 2 cibles dans la région. Une au Saguenay, une au Lac-Saint-Jean. Voilà, parce que Allemand... Enfin, ils ont compris que quand tu viens du lac, tu ne viens pas du Saguenay. Ben là, c'est parce qu'on est rentré dans la position du ministre de l'Éducation également, qui vient de la région, qui a regroupé, au niveau de la commission scolaire, qui a regroupé en 2 commissions scolaires. Alors, si le ministre de l'Éducation a réussi à regrouper Allemand, puis Maria Chapdelaine, le pays des Bleuets, c'est parce qu'il sait qu'il y a des particularités au niveau du lac et des particularités au niveau du Saguenay. Alors, pourquoi l'autre ministre ne peut pas emboîter les pas à son ministre de l'Éducation pour nous créer également 2 sites? Bon,
est-ce que les deux régions vont faire la même demande? Souvent, c'est Oui, là, sûrement, sûrement. Fait que toi, tu crains pas nécessairement pour les hôpitaux parce qu'on s'est battu pour avoir gardé les services, entre autres, à Oui, Rimouski. parce que moi, je laisse discuter entre eux. Je n'ai pas nécessairement assez d'arguments pour aller pour un ou pour l'autre. De toute façon, ils sont les seuls à savoir de quoi ils parlent. Et de façon... Tu devrais pas aller en politique, tu es trop honnête. Parce que quand tu vas trop, tu vas te brûler. Ils savent très bien de quoi ils parlent. Je te dis. OK, bon, on va revenir au PQ parce que là, finalement, Pierre-Carl Pellado a lancé sa campagne à la chefferie parce que là, c'était comme un secret de polichinelle qui allait le faire. Tout le monde le disait, il est tellement en avance dans la campagne. Deux choses, c'est que là, il lance ça et il n'a pas peur de mettre à l'avant l'indépendance du Québec, même s'il est conscient, en fait, qu'il y a une grosse côte à remonter. Et deuxièmement, ben, il y a toutes les autres, là, les gens, soit Alexandre Cloutier ou Martine Ouellet, qui ont réussi à ramasser leur signature. Mais on dirait que c'est comme c'est un géant avec des hobbits. C'est une grosse machine. Oh, oui, c'est Écoute, ça. voilà la campagne. Écoute, il est très bien parti. Hein? Même si les gens disent 6 mois en politique, c'est long, mais je pense qu'il a une machine en arrière de lui. Ouais. Il y a la seule chose que moi je dis maintenant qui est bien chez lui, parce qu'avant, il avait levé son poing sans qu'on ne comprenne le pourquoi il a levé le poing. Parce qu'il est rentré dans la politique avec Mme Marois pendant la campagne. Donc, on n'était pas préparé. Puis ça a été un des moments tournants de la campagne électorale. Ben oui, mais on n'était pas préparé à le voir rentrer en politique avec un point en l'air par rapport, je veux ou bien nous voulons un pays. Pour tout le monde, c'était comme, il nous amène où, lui? Ouais. Mais maintenant, il va nous faire la démonstration pourquoi il veut un pays. Pourquoi il croit à ça? Pourquoi? Comment? Le pourquoi? Puis, la souveraineté, ça signifie quoi pour lui? Parce que la réalité, c'est que souvent, ceux qui vont être contre, ça va souvent être des arguments économiques qui vont amener. Oui. Mais lui, il a quand même fait fortune. C'est un homme d'affaires. Si lui, il croit, il doit avoir des raisons qui sont il va apporter plus de crédibilité. Certains, ce matin, j'écoutais la radio, les gens disaient que, écoute, il est en train de mettre de côté les pères, ceux qui ont voulu la souveraineté, qui n'ont pas réussi. Est-ce qu'il est en train de démontrer que je suis meilleur que... Je dis non, parce qu'on est en 2014. Ça prenait un travail de pédagogie, de sensibilisation. Ce n'est pas juste l'émotif. Non, il faut sensibiliser les gens. Il faut amener les gens à comprendre qu'est-ce qu'on a à gagner en étant un État souverain. Je pense aussi quelque chose que les gens veulent savoir, c'est le jour 1 de la souveraineté, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont peur, il y a une certaine peur. Qu'est-ce qui va se passer après? Je trouve que ce qu'ils ont fait en Écosse, le livre où on expliquait exactement tout, je trouve que c'est... Je pense qu'il va beaucoup se muser, il va se baser sur le modèle de l'Écosse pour pouvoir passer. Les gens vont l'écouter, les gens vont beaucoup l'écouter. Il ne fera pas une campagne de peur, mais n'oublions pas que quand il parle aujourd'hui, il parle aux membres du PQ. Il ne parle pas à la population. C'est vrai. Donc, ce n'est pas la même chose. Tu penses que son discours va changer s'il est élu chez présentement, il est en campagne. Il est en campagne, mais c'est par rapport aux membres du PQ. Donc, il parle à ses militants qui vont le suivre, qui vont comprendre pourquoi lui, qui représente l'image du capitaliste, revient dans l'arène du social-démocrate ou bien de la social-démocratie. de la social-démocratie. C'est comme si avant, lui, là, il symbolisait un peu le capitalisme. Quelqu'un qui a réussi, c'était le cliché qu'on avait de lui. Puis en plus, avec tous les lock-outs qu'il a fait dans ses entreprises, etc., il n'y a pas nécessairement une bonne presse. Là. Il n'a pas une bonne presse. Surtout pour les gens de la gauche. Là, maintenant, il va nous démontrer pourquoi il est avec la gauche. C'est quoi ses convictions. Pourquoi il croit maintenant à l'autonomie, je ne dirais pas l'autonomie, à l'indépendance, mais surtout les avantages. Puis on sait très bien que c'est quelqu'un, c'est un fonceur. Puis écoute, les gens vont l'écouter. S'il explique ce qu'il veut faire, parce que quelqu'un lui a demandé, est-ce que s'il gagne à son premier mandat, est-ce qu'il fera le référendum? Puis il a répondu, le référendum, ce n'est pas juste aller voter, c'est un travail de sensibilisation. C'est un processus. Donc, j'ai senti qu'il voulait défaire juste l'expression « on s'en va au référendum, on s'en va voter ». Je pense que c'était une bonne chose de dire aux gens, on ne va pas juste voter, laissez de côté le vote, faisons d'abord le travail terrain pour sensibiliser les gens, donner une réponse à tout le monde
avant d'aller vers le choix de l'autonomie. Ben, je dis autonomie, de la souveraineté. J'utilise toujours le terme autonomie. Non, mais on sent là, que tu es plus un autonomiste. Ben, des deux, souverainiste, autonomiste. Mais moi j'ai apprécié la façon dont il s'est lancé, mais c'est une machine. Oui. Mais parlons-en sans oublier- des autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les autres? Rendu là, je veux dire, c'est quasiment une blague quand ils vont parler des médias. Je veux dire, ils sont comme battus d'avance. Qui a gagné quoi et qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Mais il y a un candidat, je pense qu'il est un peu à l'affût, c'est Alexandre Cloutier. Hein? Alexandre Cloutier va ramener les jeunes. On croit à ses idées. Oui. Mais est-ce qu'il a la force? Est-ce qu'il y a la machine autour de lui pour pouvoir l'amener très loin financièrement? Est-ce qu'il y a... Écoute, je me demande s'il n'a pas déjà hypothéqué sa maison pour cette campagne. Donc, lui, il a des handicaps. Mais on croit beaucoup à ses idées. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être, même en c'est pas afin de dire, même s'il est battu, va jouer beaucoup pour le futur du parti. Oui, je pense qu'il est présent, puis il y a des idées. Puis le monde dit qu'il est jeune. En même temps, Robert Bourassa avait été premier ministre du Québec. Il est jeune. cet Écoute, âge-là. il va faire ce qu'il peut faire comme travail. Et puis plus tard, peu importe les résultats, s'il gagne, tant mieux. Mais ça va être difficile pour lui de pouvoir gagner. Puis les autres, ils essaient juste d'aller chercher du capital politique, Oui, mais faire avancer des idées. Mais les autres, je pense que les autres candidats, ça va être difficile pour M. Dranville, M. Lisée, de se défaire de l'image des lieutenants de Mme Marois qui ont mal conduit la campagne. Ben oui. Donc, les gens en veulent encore à ce groupe-là qui ont fait perdre le parti. Tu vois, donc, eux, ça va être difficile. Donc, je me demande pourquoi ils continuent. C'est pas correct de ma part de dire ça, mais il y a Cloutier seul qui a l'image du jeu. Martine Ouellette aussi, qui est comme une militante aussi de longue date. Elle est plus militante que leader charismatique qu'on peut suivre. C'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est une vraie, dans le sens qu'elle amène des idées. Puis Elle est c'est vraie. plus pour les, Elle est vraie, elle est authentique, mais pour conduire les gens, pour les amener à l'accompagner, à la suivre, ça va être difficile de prendre. Elle est beaucoup plus discrète, mais ça n'enlève en rien sur son authenticité. Ses capacités sur le terrain aussi. Bon. Là, ça peut être utile plus Oui, tard. oui. Ouais, merci. Maintenant, as-tu vu ça, la nouvelle loi pour encadrer la GRC? Parce qu'on sait que la GRC, il y a plusieurs choses. Là, on se rappellera de la personne qui était morte dans un aéroport à cause d'un teaser. Là, je ne peux pas prononcer son nom, mais c'est un ressortissant polonais. Oh oui, c'est un polonais d'origine. Oui, polonais d'origine. Il y a plein de choses. Ensuite, on a vu ce qui est arrivé à Ottawa aussi, la fusillade. Donc, on disait, on veut changer le fonctionnement. Et là, on veut passer une loi pour mieux encadrer la GRC, en fait, pour leur donner une plus grande imputabilité, pour que les enquêtes qui soient faites à l'interne, on veut qu'on procède différemment, pour qu'il y ait une plus grande transparence puis plus grande neutralité. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, avec les services policiers, je laisse toujours s'arranger entre eux, parce que c'est toujours un sujet que je laisse, c'est toujours s'arranger entre eux. Les changements à l'interne sont souvent difficiles à arriver. Hein. Ils ont toujours une culture. Un peu de culture du secret, là. Toujours. Puis nous, c'est ce que nous voyons. Mais quand il va y arriver des incidents, ils vont toujours appliquer des règlements que nous ne connaissons pas. Comment ils vont s'organiser pour que les autres agents ne soient pas découragés. Mais comment protéger? Parce qu'ils ont toujours une culture de protection. Il faut tout faire pour protéger les agents. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'une loi, ça reste à voir. Comment ils vont l'appliquer. Puis comment on va réussir, parce que peu importe, là, il y a tout une manière, pas de la contourner, mais les gens se parlent aussi. Hein, eux, ils vont toujours se protéger entre eux. Oui, je pense que oui. Dernière chose, on a appris le décès hier de Paul Buissonneau et aujourd'hui de Muriel Millard, des personnalités importantes, en fait, de la scène artistique au Québec. J'aimerais, offrir mes sympathies. Je ne sais pas comment dire ça, mais pour moi, surtout Paul Buissonneau, je trouvais que c'est un grand du théâtre avec la roulotte, avec le 4 sous. Il a mis les piliers au théâtre moderne, au théâtre québécois moderne, ce qui se passe aujourd'hui. Il a formé des acteurs. Grand bonhomme qui était, on le voit depuis sa mort, il était immensément respecté et écouté, etc. Qui était, en tout cas... Un grand hommage. Un grand hommage. En fait, c'est un petit moment que je voulais prendre parce que je trouve ça important, en fait, de parler de ces gens-là. C'est toujours triste. Tu sais, on disait, on a l'impression des fois que les gens sont immortels et qu'ils ont
partagé notre vie depuis tellement longtemps. Puis à un moment donné, tu apprends, tu as un peu oublié, puis tu apprends que ces gens-là décèdent, puis tu fais hey, la vie avance. Là. 87 ans pour M. Buissonneau, puis je pense que c'est 92, pour Mme Millard. Fait que, on va se rappeler d'eux. C'est même Adolfo Missessini. Et voilà, c'est dit. Maintenant, on va s'en aller partout à travers le monde. Et on va commencer par une petite fille quand même d'ici, Michaël Jean, qui a été nommée en ce week-end à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc là, on veut démêler les choses. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Et comment ça se fait que Michaël Jean a réussi à se faire élire là? Parce que tout le monde disait qu'il faut que ce soit un Africain parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la francophonie, beaucoup en Afrique, c'est là où il y a le plus de francophones en fait dans le monde. Plein de questions. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors, de façon simple, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est cette organisation que je peux dire le pendant du Commonwealth. Okay. C'est un peu pour contrebalancer le Commonwealth. Puis, ça regroupe les pays qui ont en commun l'utilisation de la langue française. Au début, c'est ça. Puis, c'est rendu ceux qui utilisent le français comme langue de travail, ceux qui ont le français comme langue maternelle. Ils l'ont beaucoup élargi. Pour faire Parce que plus tu es de membres, plus tu as une puissance ou tu as une force. Là, oui. C'est pour ça que tu vas entendre aujourd'hui des pays comme la Roumanie qui sont membres également parce que au niveau, c'est les langues latines. Oui, c'est ça. Il y a une communauté francophone. Il y a une communauté francophone. Aujourd'hui, ils font à peu près 270 millions de population. Hein. Si on regroupe tous ces pays-là qui ont en commun le français ou bien l'utilisation de la langue, ou bien qui s'expriment dans la langue de Molière. Alors, c'est également une puissance politique. C'est une force politique qui est toujours dirigée par un membre qui vient des pays africains. OK? Mais là, ça vient de changer. Là, ça vient de changer. C'est une règle non écrite, mais qui est toujours appliquée. À la tête, on a un secrétaire général qui vient d'un pays du Sud parce que 80% des pays de l'Organisation internationale de la francophonie sont des Africains. Alors, ils font le gros poids dans le groupe. Alors, on a commencé par le Sénégalais Amadou Matambo. On est passé par Boutros Ghali également, qui a été aussi secrétaire général de l'ONU. Oui, Boutros Ghali. Puis on a eu Abdou Diouf, qui était un ancien président. Alors, c'est des hommes politiques influents à qui on donne le poste de secrétaire général. C'est des élections, mais ce n'est pas consensus. Ils n'aiment pas faire des élections. Ils disent qu'il y a élection, mais ils arrivent toujours à dégager un consensus autour d'une personnalité politique qui est capable de prendre les destinées de l'organisation. Puis cette fois-ci, malheureusement pour les pays du Sud, ils n'ont pas réussi à faire le consensus autour des 4 candidats. Et parmi les 4 candidats, on sait, il y a un candidat qui représente le Burundi. Le Burundi, il y a eu la guerre civile. C'est un ancien président, un ancien général, qui avait pris le pouvoir par un coup d'État. Alors, c'est vrai que c'est un peu une tâche à son CV. Même si c'est converti en homme de paix, c'est difficile que les gens acceptent que ce soit un ancien pochette qui devienne secrétaire général. Alors, lui est un peu mis de côté. Il y a également quelqu'un de la Guinée équatoriale, qui est dirigé par un dictateur. Alors, M. Obiam également est au pouvoir depuis plusieurs années, qui a envoyé un candidat. Alors, les gens voyaient que c'est juste plus une marionnette qui a été envoyée. Puis, il y a quelqu'un également qui représente le Cameroun, le ministre des Affaires étrangères, Henri Lopez. Longtemps, c'est un homme de lettres, mais également, je disais que c'est un Congolais, OK? C'est un Congolais, mais c'est difficile parce qu'il est rendu presque 70 ans. Donc, c'est difficile pour quelqu'un à qui on veut confier la mission de défendre l'organisation, les voyages. Donc, le CIA, il est comme mal vu. Et Madame Jean était comme, par défaut, la candidature... Qui faisait l'affaire de tout le monde. Qui faisait l'affaire de tout le monde. Et puis, je dirais, c'est une victoire également pour le Québec, une victoire pour le Canada. Pour la diplomatie canadienne, c'est une victoire de voir Mme Jean diriger. Ça fait du bien parce qu'on a pris beaucoup de pas de recul dans notre diplomatie canadienne. Ben oui, on a beaucoup reculé. À l'ONU, on a perdu notre poste. Alors, Michaël Jean a été dégagé, oui. Moi, je ne vous dirai pas sans cacher la face, parce que son origine haïtienne également a peut-être joué.
le fait que les gens s'identifient que, oui, elle est canadienne, 100% canadienne. 100% canadienne, OK? Mais elle a été envoyée spéciale de l'UNESCO en Haïti. Elle a travaillé en Haïti. Ouais. Alors, pour ces gens-là, voir que c'est quelqu'un qui peut comprendre leur réalité. Oui, puis c'est une femme. Là, le point, là où je dirais qu'il y a eu une révolution, c'est le fait que ce soit une femme, pour une fois, qui prend la destinée. Mais avec tout qu'un CV, le journaliste, journaliste gouverneur général du Canada. Et puis la langue de Molière, on sait très bien que quand elle s'exprime en français, on sent qu'elle maîtrise les lettres. Écoute, elle est journaliste, donc son CV, c'est quelque chose également que les gens ont beaucoup apprécié. Elle a un beau parcours. Oui. Donc, ils savent très bien que c'est quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, qui va représenter l'organisation, puis quand elle va prendre la parole au nom de l'Organisation internationale de la francophonie, elle va se faire écouter. Par le Canada, parce qu'elle a été elle a été gouverneure générale du Canada, elle représentait la reine. Donc, pour ces gens-là, quelque part, c'est une madame qui va faciliter également l'ouverture de certaines discussions. Comment? Avec l'hémisphère nord, en fait. Avec l'hémisphère nord. Donc, ils veulent être écoutés dans le sud. Alors, elle fera tout pour faire entendre la voix des gens du sud. Ce qui est également spécial, actuellement, le secrétaire administratif de l'organisation, c'est quelqu'un du nord. Oui, c'était quelqu'un du Canada. C'est quelqu'un du Canada. Puis, on se retrouve, ça aussi c'est une règle non écrite. On a quelqu'un du sud qui dirige l'organisation, quelqu'un du nord qui s'occupe de l'administration, des réformes. Fait que là, on va inverser ça. Là, on se retrouve, peut-être qu'ils vont l'inverser, mais pour le moment, rien n'a encore été dit. Peut-être qu'ils vont faire des propositions, mais pour le moment, le consensus, il n'y a personne qui est déçu parce qu'on savait très bien que le fait d'avoir 3 autres candidats où le consensus ne se dégageait pas, oui. Elle était division du vote et puis... pour elle avait une position beaucoup plus neutre, elle n'a pas sali ses mains, écoute, elle a un beau bagage, elle a un CV, écoute, parfait. Bravo pour le Canada, bravo pour le Québec. Bravo pour Michaël Jean. Et bravo pour On va y souhaiter plein de succès dans cette nouvelle aventure. C'est la 20e conférence mondiale sur le climat qui s'ouvre présentement au Pérou. On va croiser les doigts. Oui, là, ils se sont donné 1 an pour arriver à un accord encore une fois. C'est pas une farce un peu? Tu sais, dans le sens où, je dis pas, moi je suis... je crois au changement climatique, je veux qu'on les combatte, etc. Mais ces conférences-là, je veux dire, ça mène à rien, j'ai l'impression. Ça ne mène à rien, mais ça continue par sonner la cloche. Oui, c'est vrai. Faisons attention, on s'en va dans le mur. Écoute, on roule à crédit sur la planète Terre. On dépense plus que ce qu'on génère sur la planète Terre. Écoute, les énergies, c'est fou. Comment on pollue, OK? Mais ce que moi je tiens à souligner, c'est l'accord entre les États-Unis puis ça peut être le début de quelque chose, ça. C'est le début, hein? L'accord entre Obama et le président chinois. Je pense qu'il y a 2 semaines qu'ils se sont tombés d'accord sur la réduction d'ici 30 ans. D'ici, au moins, ils se sont entendus sur quelque chose. Mais les gens oublient également l'Inde à côté de la Chine. Oui. Beaucoup critiquent la Chine. Mais le 2e pays plus gros au monde, en termes de population, c'est l'Inde. Et avec la croissance, je pense qu'il est supposé de dépasser la Chine dans 10 à 15 ans. Donc, les gens oublient l'Inde également. Les gens oublient à côté de l'Inde, le Bangladesh, donc tous les pays asiatiques polluent beaucoup. Hein? Ouais. Les bateaux qu'on a utilisés, qu'on ne veut plus utiliser, on les envoie en Bangladesh, ils sont dépiécés. Et écoute, on récupère l'acier dans des hauts fourneaux. Tout le travail qui est fait là-bas, la transformation, c'est la pollution énorme. Les eaux sont polluées dans cette partie du monde. Mais on n'a pas d'image pour pouvoir les attaquer, mais la seule image que nous avons souvent, c'est la Chine. Puis on critique la Chine, on dit la Chine en termes de population. C'est un peu le leader, c'est un peu comme les États-Unis. Si les États-Unis font rien, pourquoi le Canada ferait quelque chose? C'est un peu le message que Stephen Harper nous dit depuis des années. Alors, si les deux s'entendent, ça veut dire que si les États-Unis disent oui à ces accords, ça veut dire que les pays qui sont en arrière des États-Unis, le Canada en premier, n'auront plus le choix. Parce que nous, on a décrié partout. Hein. Le Canada est décrié un peu partout à cause des sables bitumineux.
Bon, espérons qu'un jour, ça va diminuer. Penses-tu qu'à la prochaine élection présidentielle américaine, s'il y a un changement, et mettons c'est un républicain qui était élu, il pourrait revenir sur cet accord? Non, ça va être difficile. Ouais. Parce que présentement, Obama va essayer, il lui reste 2 ans avant de partir, il va essayer de marquer son passage. Il n'aura pas le choix parce qu'il a perdu ses élections. Donc, il est seul contre les républicains. Donc, il va toujours diriger par décret. Ouais. Parce qu'il sait très bien que maintenant, parce que les démocrates à l'interne ne s'attendaient pas. C'est ça qui faisait que les républicains profitaient. Maintenant que les démocrates ont perdu totalement, puis il est seul face aux républicains, là, il va pouvoir utiliser sa force de persuasion, de négociation, pour pouvoir faire passer, parce qu'il y a en face de lui un seul adversaire, les républicains. Puis les républicains également, tout ce qu'ils veulent, c'est du donnant-donnant. Donc, il va essayer de tout faire pour négocier des ententes, pour pouvoir avancer également peut-être au niveau de l'environnement. J'espère que ça va donner quelque chose. Hey, le prix du pétrole, écoute! C'est en lien avec ce que tu viens de dire. Ouais. Si les prix baissent, ça veut dire que les puits de forage, les sables bitumineux, les projets par rapport au sable bitumineux, tout ça là, peut-être que ça va diminuer ou bien ça va retomber un peu. Ouais. C'est une chance que ça se passe comme ça, le prix du pétrole. Non, mais je sais pas. Il disait que l'Arabie Saoudite voulait garder le prix du pétrole bas parce que là, il y avait une concurrence du pétrole de schiste américain, puis là, il y a plus de concurrence partout. Fait que eux, les membres de l'OPEP, là, décidaient vraiment de garder ça le plus bas possible. Ben, c'est nous qui on va en profiter parce que les prix vont peut-être encore baisser à la pompe. Pour une fois. Bon, ça va encore À baisser. Ottawa, il est à 99,9 $. Ça, il faut dire, c'est le développement c'est la technologie qui fait qu'aujourd'hui, on en profite. Il y a quelques années, les gens nous disaient qu'on a à peine 50 ans du gaz à le chercher. Mais aujourd'hui, ils vont te dire qu'on a encore un siècle. Parce qu'avec la technologie, on trouve du pétrole partout maintenant. Ouais. En Afrique maintenant, c'est plein. Tous les pays maintenant, avec les nouvelles technologies de forage, et que les Américains sont rendus premiers producteurs du pétrole. Après les États-Unis, le deuxième pays producteur du pétrole, c'est la Russie. Ouais. Donc, toutes les grandes puissances vont s'autosuffire au niveau de l'énergie. Mais c'est eux qui achetaient à l'extérieur. Ah oui. Alors, si les États-Unis n'achètent plus à l'extérieur, la Russie également, qui va vendre à qui? À la Chine, qui est juste derrière lui, qui est à côté. Écoute, ça veut dire que le prix va encore baisser. Et puis là, on regarde tous les projets de pipeline pour transporter ça. Là, Ben, les guerres que nous avons, c'est que la plupart des guerres, c'est par rapport au pétrole. Ah oui. Maintenant, si tout le monde en a le pétrole, tu penses que ça va être la paix partout dans le monde? bon, croisons les doigts, peut-être que ça... Ben, si tout le monde en a, c'est fini. Ah oui, ça serait extraordinaire. Hey, Sarkozy a été réélu président de l'UMP. Il va pouvoir se représenter aux prochaines présidentielles en France. Ben, écoute, c'est une victoire pour les socialistes. Je te surprends. Ben oui, c'est parce que... Écoute, c'est une belle victoire pour les socialistes parce que François Hollande est assis, il n'y a pas de sujet, il est endormant. Ça ne lève pas, le débat reste morose. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit pointer à l'horizon? Sarkozy. Qui est beaucoup plus rock'n'roll. Bon, la guerre va commencer. Ouais. Maintenant, les socialistes vont trouver des sujets de discussion. Parce que la crise que nous avons en France aujourd'hui, c'est après 3 gouvernements de droite. Oui. Alors, François Hollande est en train de gérer des choses qui sont passées il y a 3 mandats avant lui. Maintenant, qui est en face de lui, un ancien président également, qui vient juste de passer avant lui, dont le sujet pourra être partagé. Il ne sera plus le seul à faire l'objet des attaques, mais à faire l'objet également. Il va partager les sujets avec l'ancien président qui revient. Oui, Sarkozy a gagné, ça c'est vrai, mais il n'a pas gagné avec une forte proportion. Non. Puis moi, je pense que ça ouvre la porte aussi à l'extrême droite. Tu sais, je veux dire, s'il y a moins de gens qui... En tout cas, Sarkozy, avant, là, il y a 8 ans, il a gagné son poste de président de l'UMP avec plus de 85% de voix. C'est quasiment, écoute... C'est quasiment un couronnement. C'est un couronnement. Mais maintenant, c'est 65% ou bien 108% de voix. Puis il y avait un autre également qui a ramassé, Bruno Le Maire, qui a ramassé 29%. Sinon, 30%. Donc, il n'aura pas le choix de composer avec tout le monde. Puis on sait qu'il n'est pas très bon avec composer avec les gens. Composer avec les gens, tout ce qu'il fait, c'est
je t'associe pour que tu fermes ta gueule, pour que tu ne me critiques pas. Viens avec moi, puis ferme ta gueule. Je pense que c'est ce qu'il risque de faire, mais on va attendre les jours prochains comment ça va partir en débat. Ça va être un bon débat. Oui, c'est certain. Et finalement, les événements de Ferguson, je ne sais pas si tu as suivi ça un peu. Je l'ai suivi. Parce que là, bon, on dit qu'il n'y a pas d'accusation portée sur le policier. Le policier qui démissionne sans solde comme ça, ben pas comme ça. J'imagine que ça devait être lourd à porter aussi pour lui. Là. C'est lourd. Écoute, c'est des événements clichés. Hein? Oui. C'est des événements clichés. Même, c'est surprenant que ça soit passé cette année parce qu'on aurait pu prendre ça, mettre ça dans les années 50, puis ça aurait été pas pareil. On sait très bien, puis c'est triste à dire, on sait très bien qu'aux États-Unis, on a encore le racisme aux États-Unis à travers le système scolaire. Hein. Écoute, le système scolaire coûte excessivement cher. Puis moi, cet été, j'étais allé aux États-Unis, puis quelqu'un me disait que pour maintenir la classe, et les Noirs dans la pauvreté, qu'ils font tout pour maintenir le système scolaire aussi cher, pour que c'est les riches qui vont toujours aller à l'école, puis les pauvres vont toujours rester pauvres. Une spirale qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Écoute, j'ai un ami qui m'a envoyé sa facture pour une session qui allait jusqu'à 8 000 $. Une session, 8 000 $, ça veut dire que... Tu peux pas loafer tes cours et puis faire trop la fête. Hein? Ça veut dire que 2 sessions, ça te fait 16 000 $. Alors, si ton bac, ça te prend 3 ans, 4 ans, imagine combien tu te ramasses avec 60 000 $. De l'américain. Là, tu n'as pas mangé, tu n'as pas mangé, tu n'as pas dormi, tu n'as pas ça veut dire que les gens finissent les études avec des dettes de plus de 120 000. Mais ceux qui vont en médecine, ils vont encore payer plus cher. Alors tout ça, c'est pour maintenir une classe toujours dans la pauvreté. Puis ceux qui sortent de la classe riche seront toujours riches. Ils vont mener les enfants à l'école, ils vont payer les cours, ils vont toujours sortir. Certains m'ont dit ça. Je dis, ah ouais, ça peut être vrai. Puis l'événement qui s'est produit vient nous mettre également en pleine face d'autres faits, où quand tu es quelqu'un de couleur, il y a un acte, c'est difficile de juger, on dit il est coupable parce que c'est quelqu'un de couleur. Ouais. Mais le policier aussi peut bien avoir raison. Oui, c'est vrai, c'est ça, mais ça fait profilage. Tu sais. Donc c'est tellement cliché où tu dis, est-ce que le policier, est-ce qu'il a tort 100%? Moi, j'ai écouté son entrevue, puis tu sens qu'il y a une certaine honnêteté dans ce qu'il dit. Peut-être que c'est vrai ce qu'il dit. Peut-être que le garçon s'est pris à ce policier parce que le garçon se trouvait beaucoup plus fort que le policier. Peut-être. Mais le nombre de balles qu'on a vues sur le corps du garçon, ce n'est pas un seul coup qui a été tiré. Non. C'est qu'il a été criblé de balles. Tu dis, voyons, quelqu'un qui t'agresse, tu tires 1, 2 coups de feu, ben, il dit que c'est prise de panique, il a tiré, mais parfois tu as reçu une formation pour pouvoir maîtriser la personne, pour pouvoir tirer 1 ou 2 coups, puis tu dis, je l'ai calmé. Tu penses que c'est terminé, les manifestations et puis tout ça, ou on va en reparler pendant longtemps? Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on attend juste que cette histoire-là se repasse ailleurs, parce que c'est pas la première fois, ni ça sera pas la dernière non plus. Bien, c'est pas la dernière histoire, parce qu'il y a tellement de procès ratés aux États-Unis. La dernière fois, il y a encore quelqu'un qui a fait 39 ans en prison, qui a été relâché parce qu'il y a eu une erreur judiciaire. Oui. Voyons, tu dis, comment faites-vous? C'est le premier pays démocratique au monde, un pays de liberté. Puis rapidement, qu'est-ce que tu as pensé du Ku Klux Klan qui s'est mêlé de ça en disant, si vous allez manifester, on va prendre les armes? Tu sais, ça devient... Ben, les gens à l'extrême droite, tout le monde veut profiter de la situation. C'est un événement... Je ne croyais pas que ça existait encore, en fait. C'est des gens qui veulent faire du crédit. Écoute, chacun veut profiter de la situation. Ouais. L'extrême droite rêve encore du pouvoir, rêve encore de rentrer dans les mœurs. Mais ils savent que c'est des causes perdues. C'est perdu, mais ils trouvent toujours des façons pour revenir un peu. Bon. Ben, merci, Raphaël, de nous avoir éclairé de ta lanterne de sagesse. Et là-dessus, ben, je vous remercie. Je vous dis, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce qu'on a discuté, des sujets? Vous avez des sujets que vous voulez parler? Écrivez-nous, tvldm9@videotron.ca. Vous voulez faire partie de l'émission? Écrivez-nous, venez nous voir. Et surtout, suivez-nous sur notre nouvelle page Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez TVLDM9. Vous allez liker, comme on dit, aimer notre page. Et vous allez avoir tous nos reportages, toutes les informations sur ce qu'on fait directement dans votre ordinateur. Là-dessus, je vous souhaite un très bon temps des fêtes et on se retrouve en janvier 2015 parce qu'on va continuer de vous harceler avec notre célèbre question « Qu'en pensez-vous? » Merci, bon temps des fêtes.
Vous savez, les légendes de dragons cracheurs de feu aident à trouver des commandites. Vous aussi pouvez aider. Commanditez le marathon de lecture pour la sclérose en plaques. Entrez dans la légende. J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je file pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.